Bonjour, bonjour les gars. Réflexe de partage très rapidement s'il vous plaît. J'ai ma petite vengeance aujourd'hui. Les gars. N'oubliez pas les gars, partagez les bêtises les gars, partagez les bêtises. J'ai ma petite vengeance à prendre. Donc lisez le menu. Bah, je vais me mettre tranquille quelque part où j'ai pas le droit de porter un masque. Donc je peux plus faire des lives dans l'entreprise parce qu'il faut porter le masque. Et faire un live avec un masque, c'est pas du tout intéressant, je dois vous dire. Donc, bah voilà. Je sors où j'ai le droit de ne pas avoir le masque. Il faut respecter les rules. Les règles, c'est les règles. Et après, moi ma séance entière fait 1 heure. Ça me fait 20 et 40 minutes. Ouais. C'est parti. Même cadeau et tout, ça. Ouais, c'est quoi la batterie du vélo. Tac, 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 Oh, le chiffre, il n'a pas l'air de monter, hein. C'est pas bon ça. On dirait que comme je ne suis pas venu sur Facebook longtemps, les gars, mon public m'a déjà oublié, gars. Comme ça fait un bail, je ne suis pas venu, les gars, vous m'avez forget. Vous m'avez dit enlever de votre cœur. Je comprends. Je comprends. Bon. Voilà, il faut se mettre quelque part où on est un petit peu tranquille. On doit pouvoir parler tranquillement. Deux petites secondes. Ah, je me mets comme ça. Voilà. Est-ce qu'on me voit bien là? Putain, trouver les bons endroits pour faire des lives ici calmement. Il y a beaucoup de lumière là à l'arrière. C'est pas bon ça. On va trouver une solution. Voilà. Comme ça, c'est bon. Ouf! Le masque là, c'est lourd, hein. Voilà. Donc, bonjour à vous. Je suis à vous maintenant. Alors, je suis venu ce matin parce que je voulais qu'on discute un petit peu de quelque chose. Vous vous souvenez, il y a 2 mois, pour vous montrer que vous êtes des émotifs stupides qui ne réfléchissaient pas, il y a 2 mois, je vous avais dit bavarder, qualifier Derek Chauvin de tous les noms. Il sera libéré. Voilà. Il sera libéré. Je vous l'ai dit. Vous m'avez insulté, vous m'avez traité de tous les noms, de nègre de maison, de vendu, tout ce que vous voulez. Ah oui. Ah là, là, je me suis bien fait insulter. Je vous avais dit que quoi? Que j'encaisse, non? Et que je vais vous... Je vous avais dit que... Allez-y, je vous ai dit qu'allez-y, insultez-moi, j'encaisse, il n'y a pas de problème. J'encaisse. Je vais simplement me venger au jour qui sera dehors.
C'est ce que je vous avais dit. Je vous avais dit que insultez, insultez comme vous voulez. Fumez-moi, massacrez-moi, vendez-moi, tout ce que vous voulez. La revanche, c'est quand il sera dehors, parce que les faits, ce sont les faits. Donc voilà. Et on y est, les gars. On y est. Non, c'est pas que je me réjouis ou c'est pas que je me réjouis de quoi que ce soit. Le problème, c'est qu'en fait, chez nous, on déteste les gens qui ont une lecture froide des événements. Vous voyez ce que je veux dire? Les gens qui ont une lecture froide des événements, qui lisent les événements sans affect. Je dois pouvoir regarder ce qui va se passer dans la justice américaine sans forcément y inclure mes émotions. Je dois pouvoir regarder ça. Et je vous avais dit que les faits, c'était les faits. Et le problème, en fait, et c'est parce que nous, Africains et Noirs, la plupart du temps, les Noirs, c'est vrai, on a l'habitude de prendre un problème qui est hyper compliqué, qui est hyper complexe, et le simplifier dans notre esprit. Et en pensant que la simplification qu'on en fait dans notre esprit va simplifier le problème en lui-même. Voilà. Comme je le rappelle à chaque fois, il y a d'un côté ceux qui considèrent que la réalité, que le monde qui nous entoure, c'est une réalité, et puis il y a d'autres qui pensent que le monde qui nous entoure n'est qu'une vue de l'esprit. Ceux qui pensent que c'est une réalité, qu'est-ce qu'ils font? Ils regardent les événements, ils regardent qu'est-ce qui se passe. Ils cherchent froidement des explications, ils enlèvent leur affect, ils cherchent à comprendre. Heureusement que ce n'est pas aux Noirs qu'on confie les enquêtes sur les crashs, parce qu'on serait dans la merde. Parce que quand il y a un crash, avant de chercher qui est responsable, on doit d'abord chercher la cause. Et on doit éliminer la cause. Là-dessus, tout le monde est d'accord. Tout le monde est d'accord. Mais nous, on cherche la cause qui nous arrange. On cherche la cause qui nous arrange à nous. C'est-à-dire que si une cause ne nous arrange pas, on l'élimine dans notre esprit. C'est ça le noir. C'est ça être africain en fait. On cherche d'abord la cause qui nous arrange. Et vous pouvez voir plein d'exemples comme ça. La cause qui nous arrange et pas la réalité des causes. Vous savez, la science, c'est comme, j'ai souvent l'habitude de le simplifier pour vous. C'est-à-dire que vous avez un événement qui arrive. Un événement a plusieurs causes possibles. Vous faites des hypothèses sur des causes possibles. Vous énumérez 5-6 causes. Chacune des causes, vous l'étudiez, la vraisemblance de la cause. Vous étudiez la vraisemblance de la cause. Par exemple, si vous êtes dans votre maison, vous avez les plafonds qui grincent bizarrement. Bah, c'est possible que ce soit le vent qui, en faisant vibrer votre maison, fasse vibrer votre plafond qui est déjà assez vieillissant. Deuxième hypothèse, c'est peut-être le chat. C'est peut-être votre chat qui est en train de se balader dans les combles. Troisième hypothèse, les fantômes qui sont venus vous rendre visite. Oui, c'est 3 hypothèses. Hein. Et la science, c'est d'abord ça, c'est de considérer même les hypothèses farfelues et les exclure au fur et à mesure. Voilà 3 hypothèses en fait. Votre plafond, il grince. Il y a 3 hypothèses possibles. Soit c'est le vent qui agit sur la maison, ou il y a peut-être un tremblement de terre, j'en sais rien. Soit c'est le vent qui agit sur la maison, soit c'est le chat qui se balade dans vos combles, ou soit c'est un fantôme qui est venu vous rendre visite. Eh bien, le noir, il est capable, parce que ça l'arrange, de considérer la 3e hypothèse, de dire c'est un fantôme. Hein? Bon alors, première hypothèse simple, vous avez un chat. Bon. Vous regardez à l'extérieur, il n'y a pas de vent, il n'y a pas de tremblement de terre. Donc on exclut le vent. Un fantôme, pour une personne rationnelle et normale, ça n'existe pas, des fantômes. Donc on peut exclure la 3e hypothèse, sachant que vous avez un chat. C'est probablement l'hypothèse la plus probable. Ça se trouve, c'est le chien du voisin. Mais en l'état actuel de vos connaissances, c'est l'hypothèse la plus probable. Que ce soit votre chat qui n'est pas autour de vous. C'est ce qu'on appelle le principe de parcimonie. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un peu... c'est pareil quand on recherche les causes d'une maladie. On fait à peu près le même type d'analyse. On émet des hypothèses, on les écarte petit à petit. Quand on lance une enquête, on arrive, il y a une femme qui est morte chez elle. L'hypothèse, donc elle a été tuée, donc on arrive à établir que c'est un meurtre. L'hypothèse, c'est quelqu'un de son entourage déjà, ça c'est la première considération du flic, ou c'est quelqu'un qu'elle a rencontré par hasard. Qu'est-ce qui est plus probable? Le plus probable, c'est que ce soit quelqu'un de son entourage. Et donc, si c'est quelqu'un de son entourage, qui a accès facilement à elle? On l'a trouvée, elle était en nuisette. La porte n'a pas eu d'effraction. Donc, elle a ouvert à son tueur. Et si elle était en nuisette, ça veut dire qu'elle a ouvert à quelqu'un d'intime. On n'ouvre pas à quelqu'un d'intime quand on est en nuisette.
Donc, l'hypothèse, c'est que le mari, l'ex-mari, hein, donc on va d'abord chercher, est-ce qu'elle a un Joe? Oui, elle a un Joe. Est-ce qu'elle a un ex? Oui, elle a un ex. Hypothèse 1, c'est le mari. Hypothèse 2, c'est le Joe. Ou hypothèse 3, une autre piste. Avant d'aller chercher dans l'autre piste, on ferme d'abord les 2 premières portes là qu'on a ouvertes, définitivement de façon à ne pas l'ouvrir. C'est un raisonnement qu'en Afrique, on ne peut pas faire. Quand il y a un prêtre qui décède au Cameroun, on choisit de décider que c'est le président Biya qui l'a tué. Alors vous pouvez venir essayer d'expliquer que non, vous n'avez pas de preuves, on vous insulte. C'est le seul pays où c'est les ignorants qui insultent ceux qui connaissent. C'est ça qui est incroyable. Ça va toi? Ça va, ça a l'air bien ça. Ouais, tranquille, ouais. Un peu calme. C'est le seul pays où parce que vous avez la connaissance, parce que vous maîtrisez la complexité d'un problème, vous le dites, vous le rappelez, vous vous faites insulter par quelqu'un qui la simplifie. On a eu le cas au Cameroun pour le prêtre qu'on appelle Benoît Bala. On a à peine retrouvé son cadavre qu'on avait décidé que c'est Paul Biya qui l'a tué. Mais comment? Prouver déjà que ce n'est pas un suicide. Il est tombé dans l'eau, il a une lettre qui dit que c'est le suicide. Est-ce que vous pouvez écarter le suicide de façon irréfutable, définitivement? Et c'est possible d'écarter le suicide. Par exemple, une autopsie où on ne trouve pas d'eau dans ses poumons, on démontre que la lettre qu'il a écrite, ce n'est pas son écriture, donc quelqu'un l'a jeté dans l'eau et écrit la lettre à sa place. Des éléments très faciles à vérifier. Il est mort, certes, on a une lettre avec son écriture. Il suffit de se rendre dans son diocèse, on compare la lettre, on compare l'écriture avec une autre écriture. Très simple. C'est très simple. Il suffit de faire ces 2 opérations-là. Et ça, combiné à une autopsie où on ne trouve pas de traces d'eau dans son poumon, permet d'écarter définitivement le suicide. Mais vous n'écartez même pas le suicide. Vous ne vous donnez même pas de mal pour écarter le suicide, que vous êtes déjà en train de dire que c'est Biya qui l'a tué. Donc vous n'êtes pas taillés pour chercher la vérité, vous les Africains. Vous n'êtes pas taillés pour chercher la vérité, vous ne savez pas chercher la vérité. Et c'est pour ça en fait que concernant ce qui se passe aux États-Unis, étant donné que les Noirs qui sont là-bas ont les mêmes gènes que les Noirs qui sont restés en Afrique, vous n'avez pas moyen de chercher la vérité, vous ne savez pas chercher la vérité. Prenons dans le cas de George Floyd. Moi, je vous présente ici une courbe. Regardez ces courbes-là. Regardez la courbe là. Je vais vous montrer les courbes. Vous allez comprendre. La courbe, elle est là. Vous voyez là? Ça, c'est le nombre de personnes. Ça, c'est la courbe du nombre de personnes qu'on liquide aux États-Unis depuis que la police liquide aux États-Unis depuis 5 ans. C'est une courbe, donc, en abscisse, on a le nombre de tués. On a le mois, pardon. Et en ordonnée, on a le nombre de tués. Qu'est-ce que vous observez? Les courbes ont les mêmes tendances. C'est la même tendance, la même pente. C'est-à-dire qu'on peut établir une corrélation entre le mois et le nombre de personnes qu'on va kill. C'est une courbe. Regardez la courbe. C'est flagrant. Hein. C'est depuis 2015, depuis qu'on a lancé. Vous allez voir. Donc, pourquoi je vous montre cette courbe? Ça va me ramener à l'une de mes passions phares, la statistique. La statistique explique tout ça. C'est-à-dire que avant de vouloir régler le problème, il faut essayer de le comprendre. Il se trouve que là, la courbe que je viens de vous présenter là, c'est une courbe, donc comme je vous dis, en abscisse, on a le mois, et en ordonnée, on a le nombre de personnes butées. En ordonnant le nombre de personnes, on a le nombre de personnes butées par la police américaine. Et vous comprenez en fait que les courbes se superposent quasiment chaque année. C'est-à-dire qu'on a à peu près une même courbe. On a quasiment la même courbe. Chaque année, c'est la même courbe. Elle se superpose quasiment. Vous prenez celle de 2015, celle de 2016, celle de 2017, celle de 2018, elle se superpose. Et avec cette courbe, sans savoir ce qui va se passer, on peut par exemple prédire que là, moi je vous avais fait une prédiction en mai, j'avais fait une prédiction en mai. En mai, on était à 382 tués. Au moment où on a tué au moment où on a tué George Floyd, on était à 382. Je vous avais dit en fait que si on peut tracer la courbe et prédire très rapidement qu'on aura environ 1000 personnes à la fin de l'année. Nous sommes au mois de novembre, nous sommes au mois d'octobre, pardon, nous sommes à 742. Vous voyez, la courbe suit à peu près celle de 2019. Nous sommes à 742, ça suit à peu près celle de 2019. C'est la même courbe. Et vous savez, en fait, malgré les événements imprévisibles qui conduisent à des fusillades mortelles, eh bien, la police américaine bute presque le même nombre de personnes chaque année, près de 1000. Depuis qu'on a lancé le projet de décompte, bien sûr, hein, c'est-à-dire 2015, ils tuent presque le même nombre.
Eh bien, vous pensez, et donc, c'est là déjà, c'est pas du, comment dire, c'est déjà ce qu'on appelle une certitude. C'est une certitude. Et pourquoi? On peut écarter le racisme, parce que le racisme, c'est un facteur influent, donc on sait. Mais la théorie de probabilité offre une meilleure explication à cela. Ça offre l'explication sur pourquoi on a à peu près ce chiffre de 1000 là chaque année qui est stable. C'est une stabilité hallucinante. C'est-à-dire que même dans les chiffres de vente d'une entreprise, on n'a pas une stabilité comme ça. On n'arrive pas à superposer la même courbe. Ce n'est pas possible. Il y a toujours des facteurs, le moindre facteur influence. La théorie de probabilité, plus particulièrement la loi des grands nombres, donne une meilleure explication. La quantité d'événements rares et influents dans une société aussi grande que les États-Unis a tendance à rester stable. C'est-à-dire que, autrement dit, on ne sait pas, comment dire, on ne sait pas ce qui va causer, qui va pousser le flic. On n'est pas capable de prédire avec exactitude ce qui va pousser le flic à prendre son arme et buter un mec. On n'est pas capable de le prédire avec exactitude. Mais on est capable de dégager une certitude par la loi des grands nombres. Que oui, tel nombre de mois, il y aura tel nombre de tués. On n'est pas capable de dire tel policier va tuer. Tel policier va buter, tel noir va se faire buter, tel blanc va se faire buter, tel chinois va se faire buter. On ne sait pas faire ça. Mais on est capable. C'est ce qu'on appelle le hasard. Et en fait, la statistique n'est ni plus ni moins que la science du hasard et des certitudes. C'est-à-dire que partie d'un nombre d'événements, en fait, dont les causes sont nombreuses, complexes et hasardeuses, et dégager des certitudes. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est-à-dire que là, on a quasiment un exemple typique de ce que c'est que la statistique. C'est-à-dire que la définition de la statistique même, c'est de partir d'un phénomène dont il n'est possible de prévoir les détails des réalisations, mais dégager une certitude. Là, je ne sais pas dire qu'est-ce qui va pousser un flic à commettre son gun et buter un black. Je ne sais pas le dire. Mais je sais une certitude. Parce que chaque année, il y aura 1000 qui vont se faire buter. Et ça ne peut changer, le statisticien qui vous répond aussi, ça ne peut changer que s'il y a un changement sociétal majeur. Par exemple, quel est le changement sociétal majeur aux États-Unis qui peut modifier ces chiffres? Eh bien, un changement de culture policière, par exemple, ou alors, tout simplement, une restriction extrême des armes à feu. C'est-à-dire qu'on récupère les armes à feu qu'il y a dans toutes les maisons. On récupère tout. Comme ça, quand le mbéré, lorsqu'il fait un contrôle, il n'est plus en danger. Il n'est plus en danger, le mbéré. Le policier, quand il fait un contrôle, il le fait de façon zen et de façon cool, de façon tranquille. Eh bien, si on règle ces deux problèmes-là, eh bien, on peut influencer ces courbes que je vous ai données. Ce n'est pas en allant crier partout, et ce n'est pas en allant crier partout, ce n'est pas en brûlant les maisons, ce n'est pas en cassant vos voisinages, ce n'est pas en détruisant vos quartiers que vous allez régler ce problème. La preuve, vous bavardez depuis des mois, non? Ça fait combien de mois que vous contestez? Mais la courbe est la même. Attendez, je vous montre la courbe. Hein. Attendez, je vous montre la courbe, les gars. Regardez là. Là, on est en octobre. Hein. Vous regardez là. Donc, on est quelque part là. Donc, on est en octobre. On est quelque part là. Donc, là, on est en octobre. Vous voyez? On monte, ça fait 742. Au mois de mai, quand on a buté George Floyd, là, c'était là. Au mois de mai, quand on l'a buté, on était là. Donc, entre 300 et 400. Vous voyez? On était entre 300 et 400. Vous voyez que vous avez beau bavarder, la courbe monte. Ça ne fait que monter. Vous voyez? Donc, vous pouvez bavarder, bla, crier, chialer comme vous voulez, parce que vous aimez ça. Oh, c'est quoi cet insecte de merde, là? Vous pouvez bavarder, chialer, crier, parce que ça vous plaît de chialer, de crier. Puis, il y en a qui n'aiment pas chialer. Je vous dis simplement, vous pouvez même brûler tous les États-Unis si ça vous chante. Ça, c'est une certitude. Et je vous dis, la statistique, c'est ça. La statistique, c'est quoi? C'est un ensemble de techniques, d'interprétations mathématiques appliquées à des phénomènes pour lesquels une étude exhaustive est impossible en relation avec l'ensemble des facteurs. C'est-à-dire que, notamment à cause des grands nombres de facteurs possibles. C'est-à-dire qu'un événement peut avoir 150 facteurs possibles. Vous n'êtes pas capable d'étudier ces facteurs-là détail par détail. Vous n'êtes pas capable de le faire. C'est trop compliqué. Mais vous pouvez, avec la statistique, dégager une certitude. C'est comme quand on lance un dé. Une pièce, pardon. Prenons une pièce, par exemple. On prend une pièce comme ça. On prend une pièce comme ça, là. Vous voyez?
Une chance sur deux que ce soit pile ou face. Bah oui, c'est prévisible pour vous. Mais parce que vous ne connaissez rien en maths. C'est pour ça que vous trouvez ça logique. Mais en fait, c'est une chance sur deux simplement parce que c'est la prédiction. En fait, si je lance, je ne sais pas dire si ça va être pile ou ça va être face. Je sais simplement dire que si je lance tel nombre de fois, je vais avoir tendance à avoir tel nombre de piles et tel nombre de faces. Mais indépendamment, je ne sais pas dire, parce que pour avoir pile ou face, ça dépend de plusieurs facteurs. Par exemple, il y a ce qu'on appelle les variables cachées. La réalité, c'est que ce n'est pas si hasard que ça. Quand je lance une pièce comme ça, la réalité, c'est qu'il n'y a pas tant de hasard que ça. Parce que, en fonction de comment je la tiens, en fonction de l'angle avec lequel je la lance, en fonction de l'impulsion que je lui donne, elle a une trajectoire. Elle paraît hasardeuse pour moi simplement parce que j'ignore les variables qui régissent son mouvement. Mais c'est des variables cachées. Je ne peux pas les étudier. Je ne peux pas savoir, quelle est la position de la pièce. Quelle position de la pièce? Comment on dit? Je ne peux pas savoir comment je dois positionner la pièce pour la lancer. Le nombre de rotations que je dois faire pour être sûr que quand je fasse ça, ça ne donne pas pile. Je ne peux pas faire. Ça demande une précision extrême et une connaissance, en fait. Alors, les illusionnistes y arrivent, hein. Mais ça demande un travail énorme. Ça dit que c'est peut-être 5 ans de travail pour arriver à comprendre ces variables cachées. C'est ce qu'on appelle les variables cachées. Et la statistique, justement, ça permet de dégager une certitude malgré l'ignorance de ces variables cachées. Je ne connais pas les lois qui vont régir. Bon, il y a les lois de la chute libre, tout ce que tu veux, les lois de la mécanique, mais c'est tellement aléatoire, c'est tellement variable, c'est un phénomène tellement sensible aux conditions initiales que je ne sais pas, si j'ai la pièce comme ça, je lance, et j'ai la pièce comme ça, je lance, je n'ai pas le même résultat. Donc je ne sais pas dire, là, comme ça, là, qu'en faisant ça, je vais avoir pile ou face. Je ne sais pas dire. Je sais simplement qu'il y a une chance sur deux que ce soit pile, une chance sur deux que ce soit face. Et pourquoi il y a une chance sur deux que ce soit pile ou une chance sur deux que ce soit face? C'est simplement parce que je sais que si je lance comme ça pendant 10 000 fois, je vais avoir environ 5 000 piles, environ 5 000 faces. Voilà. Vous voyez? Ça, c'est une certitude. Mais par contre, le détail même, je ne sais pas. C'est ça la statistique. C'est ça la statistique. C'est-à-dire qu'on part de l'interprétation mathématique des phénomènes dont la réalisation dépend des variables que nous ignorons, en raison soit de leur nombre ou en raison de leur complexité. Par exemple, là, qu'est-ce qui fait que dans une interpellation, un mec se fasse buter? 10 000 choses. 10 000 choses possibles. 10 000 cas de figure possibles. Vous pouvez vous intéresser à chaque cas par cas. Allez dire, ah, il a dit à Canbri, à Canbri. Vous pouvez vous arrêter à ça. Mais la réalité, c'est que vous n'allez pas changer la certitude qui est que, à la fin de l'année, il y aura 1000 personnes qui vont se faire buter par la police américaine. Et que la seule façon pour que ça n'arrive pas, comme je l'ai dit, c'est un changement fondamental de culture policière ou alors une restriction musclée sur les armes à feu. Voilà. Vous voyez ce que je veux dire? C'est comme ça. C'est la seule façon d'y arriver. Vous pouvez brûler vos quartiers, vous pouvez brûler votre pays, vous pouvez tout faire, ça ne changera pas. Maintenant, on revient à la libération de notre ami Derek Chauvin. Pourquoi c'était prévisible? Ben, très simplement parce que, vous savez, les États-Unis ont une culture qui est totalement différente de la France. Et moi, j'en ai souvent marre d'écouter les Américains, les gens qu'on paye sur les médias français. On les paye, on les appelle, on les appelle, on dit, comment dire, spécialistes des États-Unis. Il est payé pour venir dire des conneries. Vous voyez ce que je veux dire? Il ferait mieux de me payer moi, parce que franchement, sur ce coup-là, je suis très incollable. C'est un pays que je maîtrise très bien. Bon, donc déjà, très simplement, pourquoi c'était prévisible qu'il allait être libéré Derek Chauvin? Parce que, aussi choquant que tout ça a pu vous paraître, sincèrement, je comprends, hein? Je comprends que c'est pu choquer les gens. Moi, à titre personnel, il y a pire chez nous. Donc, franchement, pour que j'arrive à être choqué par rapport à ça, il faut que je me lève tôt le matin. Donc, à titre personnel, rien à foutre. Pas que rien à foutre. Il a bien cherché le Derek. Il a bien cherché. On l'aurait arrêté, on aurait dit Djoum dans la voiture, Djoumé dans la voiture. Le problème était réglé. Il n'est pas Djoum dans la voiture, il est Daï. C'est son problème. Point. Voilà. Donc, à titre personnel, c'est mon avis. Maintenant, vous pouvez interpréter ça comme vous voulez. Je suis nègre de maison, je suis vendu, tout ce que vous voulez. Rien à foutre. Vous êtes toujours dans le jugement, en fait, et non dans la compréhension. C'est ce que vous faites. Vous êtes tout le temps dans le jugement, mais jamais dans la compréhension. Et c'est pour ça, à chaque fois que vous plantez, quand on vous dit la vérité. Vous m'avez insulté en mai. Vous m'avez insulté en juin. Aujourd'hui, Derek Chauvin est libre. Est-ce que c'est de ma faute? Non. C'est pas moi qui l'ai libéré. Je vous avais simplement dit qu'il va être libre. Vous avez dit que quelqu'un vient me dire, Mouf, on a mis une caution d'1 million. Il va trouver ça où? Eh les gars, écoutez-moi les mecs. Sachez que autant
les Noirs là, qui se font buter ont des associations pour les soutenir, autant les policiers qui sont mis sur le gris ont des associations pour les soutenir aussi. Derek Chauvin, là, si on lance une collecte pour lui aux États-Unis, pour dire soutenez Derek Chauvin, payez ses frais d'avocat, il va récolter au moins 3 millions. Ça, c'est ce que vous ne savez pas, parce que vous pensez que comme vous êtes énervé contre Derek Chauvin, vous avez un impact sur ceux qui l'aiment. Ben non, de la même façon, vous êtes contre lui, il y a des gens pour lui. Si on lance une collecte pour le soutenir, moi, par exemple, je vais cotiser pour lui, mais je ne vais jamais cotiser pour un voyou. Je ne cotiserai jamais pour un voyou. Je vais cotiser pour Derek Chauvin. Je vais même mettre mes 100 € là-dedans pour qu'il ait les dos. Et voilà. C'est tout ce que je vous disais. Aussi choquant que la scène ait pu vous paraître, il s'agit quand même d'une scène qui a été provoquée par la personne qu'on essaie d'arrêter. J'ai regardé la scène en entier. Sur 3 caméras. Caméra du magasin, 2 caméras de policiers. Il n'y a jamais eu l'intention de vouloir le tuer. Jamais. Jamais. Et ça, c'est très facile à démontrer au tribunal. Ce n'est pas parce que vous avez brûlé des quartiers qu'on va le mettre en prison. Ce n'est pas parce que vous avez volé des chaussures Nike et des télévisions dans un magasin qu'on va le mettre en prison. Ils étaient dans leur droit. Depuis quand on arrête un gars pour l'emmener, il dit non, je suis claustrophobe. Donc ça veut dire en fait que on go chez Kamto pour l'interpeller parce qu'il a tenté une insurrection. On l'arrête pour le mettre dans la voiture. Il dit que non, 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 je suis claustrophobe, je suis claustrophobe. Le maire dit, ah pardon, excusez-moi, on vous a dérangé un peu. Donc vous êtes claustrophobe. Oh mais non, on arrête l'arrestation, les gars. Rentre chez toi. Tu vois, la prochaine fois, c'est ça. On arrête un mec, ça veut dire qu'à Mokolo, vous imaginez à Mokolo, vous arrêtez un Joe qui a volé une moto. Vous voulez le cramer avec le pneu, comme c'est la tradition chez nous. Et le mec, il dit, non, non, je suis allergique au feu. Vous dites, ah pardon, excusez-nous. On ne savait pas. Allez, rentrez chez vous, quoi. Hein? Vous voyez ce que je veux dire? Daniel Bosco, dégage. Tu peux ouvrir ta gueule, vous ne connaissez rien. Vous savez, vous avez tout, ça ne veut pas. Je peux t'expliquer pourquoi il ne sera pas condamné. Quand je vous ai expliqué qu'il sera libre, tu m'as insulté, non? Tu m'as dit non. Tu m'as dit qu'il ne sera jamais libéré sous caution. Vous êtes venu m'insulter. Vous m'avez dit en mai qu'il ne sera jamais libéré sous caution. Vrai ou faux? Maintenant qu'il est libéré sous caution, ça ne veut pas pour autant dire qu'il est libre. Mon cher ami, il est en liberté, donc il prépare mieux sa défense. Et rappelez-vous, les flics de Baltimore, c'était la même chose. Ils étaient en détention, ils ont été tous relaxés. Le procès est prévu en mars 2021. Et je vous dis, il y a 50% de chances qu'avant mars 2021, le procureur laisse tomber les poursuites. C'est possible. Il y a une chance que le procès n'ait pas lieu. Il suffit que le procureur lui-même se rende compte que là, ça va être compliqué. Vous savez, hein, quand il y a un problème comme ça aux États-Unis, le procureur est obligé d'ouvrir une enquête. Parce que c'est choquant. Et il faut quand même respecter l'opinion publique. Il faut respecter cela. On ouvre une enquête. Derek Chauvin n'est resté en prison 3 mois que parce qu'il fallait attendre que les tensions baissent. On aurait pu le libérer 3 jours après. Vous croyez qu'1 million de caution, c'est quoi? Le policier n'est jamais seul. Il y a des associations qui soutiennent les policiers. Vous pensez que quoi? Vous croyez que tout le monde soutient les voyous? Il y a des associations qui soutiennent ces policiers-là, qui se retrouvent sous le feu des projecteurs, qui se retrouvent calomniés, conspués, parce qu'ils ont fait leur travail. Il y a des gens qui soutiennent ça. Ils sont nombreux. Des Serge Anango, il y en a pas mal. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, la caution, il aurait pu l'avoir. Je pense qu'il est resté en prison. On lui a dit, bon, Derek, pour ta sécurité, reste encore un peu en tôle. Hein. Calme-toi, là. On attend un peu que ça se calme tranquillement, et puis tu sors. Là, c'est assez calme. On n'a même plus de bagarre entre Joe Biden et Donald Trump. L'un a le Covid. L'atmosphère est assez calme, pacifiée. Là, on lui a dit, bon, là, c'est bon, tu peux sortir. C'est tout. Tu m'avais dit insulter par rapport à ça, en me disant que ce n'était pas possible. Maintenant qu'il s'est dit, ça ne veut pourtant pas dire qu'il est libre. Mais je peux t'expliquer pourquoi il ne sera pas condamné. Ça ne dépend pas de moi. Le problème, c'est que quand je viens vous donner les explications, au lieu d'apprendre, au lieu de comprendre, vous venez m'insulter. Vous êtes dans le jugement, vous êtes dans la confrontation et non la compréhension. Et voilà pourquoi le noir restera toujours derrière comme les fesses. Voilà. Parce que quand il y a des événements, vous n'essayez pas de comprendre. Je vous ai dit ici que rien que statistiquement, je peux vous dire ce qui va se passer. Pourtant, je ne suis pas marabout. C'est la loi faible des grands nombres. C'est la loi des grands nombres. La loi des grands nombres dit que l'ensemble des phénomènes qui impactent la société a tendance à être stable, sauf changement majeur, sauf par exemple une réforme majeure. Si on laisse ces choses comme ça, l'année prochaine, 2021, il y aura 1000 personnes qui vont se faire buter aussi. C'est pareil, il y en aura 1000 qui vont se faire buter. Et ça, vous ne pouvez rien y faire. Les seuls paramètres d'influence, changement de culture policière ou restriction des armes à feu. La restriction des armes à feu aurait comme quelle conséquence? Eh bien, que le policier, quand il va interpeller une personne, sachant qu'il y a une faible probabilité que cette personne ait une arme, eh bien que le policier soit tranquille. Le policier se dit, ah bah oui, bah là, bon, comme il n'y a plus d'armes en circulation, la probabilité qu'il ait une arme, c'est presque 0. Donc je m'en vais pépère, zen, quoi, tranquille. Et là, vous allez voir ce nombre chuter. C'est pour ça qu'il n'y a pas autant de morts en France. Vous avez la même culture policière en France et les mêmes nombres d'armes en circulation, vous avez le même résultat.
Il y a 60 millions de personnes et 60 millions, c'est un gros chiffre. Vous avez exactement le même résultat. Vous faites la même chose au Cameroun, c'est pareil. Si les Mbéro au Cameroun commencent à imaginer qu'à chaque contrôle, j'ai un mec avec un machette dans le dos, il risque de me couper. Vous allez voir comment ça va commencer à aligner. Hein. À un contrôle, si on te dit que, gars, montre tes mains. Tu fais genre, tu vas chercher un machette, on te vide le chargeur dans les boyaux. On vous a dit qu'être Mbéré, ça veut dire que mourir. On vous a dit qu'être flic, c'est signer. On vous a dit que signer pour être flic, c'est signer qu'on doit tuer par n'importe quel voyou. Qui vous a dit ça? Qui vous a dit ça? Donc il faut arrêter de raconter des conneries. Quand on vient vous expliquer les choses, vous ne voulez pas comprendre. Et à chaque fois, vous êtes bête. Il n'y a que quand BFM parle que vous comprenez. Je vous ai dit qu'il y a beaucoup de gens sur les plateaux télé qui disaient que Derek Chauvin ne pouvait pas être libéré. Spécialistes de l'Amérique, disent-ils. Ils ne connaissent rien à l'Amérique, les gars. Ils ne connaissent rien. Bon, je vais vous dire ce qui va se passer au tribunal. Hein. Aux États-Unis, c'est très simple. Soit quelque chose est interdit, soit il n'est pas interdit. Et aux États-Unis, tout ce qui est interdit n'est pas autorisé. Tout ce qui est interdit n'est pas autorisé. Ça, c'est clair. Et tout ce qui n'est pas interdit du tout par la loi est autorisé. Ça, c'est la première chose. Donc, il n'y a pas de débat sur c'est moral ou c'est pas moral, machin, comme en France. En France, on peut bien dire que quelque chose n'est pas interdit, mais on te dit que tu n'avais pas à le faire quand même. On te punit pour ça. Ça, c'est la France. Mais les Américains, ce ne sont pas des Français qui parlent anglais. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, quelque chose peut être interdit, peut ne pas être interdit en France, et pour autant ne pas être autorisé. Bah oui, c'est ça la France. On ne comprend rien. On ne sait pas tout. Donc, par exemple, il n'est pas interdit de constater, par exemple, qu'en prison en France, il y a plus de Noirs et d'Arabes. Il n'y a rien qui m'interdit de constater ce que mes yeux voient. Mais en France, vous pouvez être condamné pour avoir fait ce constat. Pourtant, ce n'est pas interdit. Hein. Ce n'est pas interdit de regarder, d'observer. Par exemple, j'observe là qu'il y a des ombres à côté de moi, il y a un poteau électrique, il y a 2 voitures blanches derrière moi. Moi, j'observe qu'il y a 2 voitures blanches derrière moi. Voilà. Si j'entre dans une prison, j'observe que les Noirs et les Blancs font 70% des prisonniers. En France, à Fleury-Mérogis, par exemple, si j'arrive là-bas, je fais cette observation. J'arrive sur mon écran, j'ai dit, j'étais à Fleury-Mérogis, j'ai constaté que sur 100 $, 70 étaient maghrébins ou noirs. C'est ce que j'ai vu. Est-ce que c'est interdit de voir? Non. Est-ce que c'est interdit de constater? Non. Mais en France, vous pouvez être condamné pour ça. Ça, c'est la France, les gars. Aux États-Unis, il n'y a pas ce problème-là. À partir du moment où ce n'est pas interdit, c'est autorisé, point. On ne discute même pas. La loi, est-ce que la loi l'interdit? Non. Terminé, point. Bon. S'agissant du genou sur le cou de Floyd, est-ce que la loi l'interdit? Ben non, la loi ne l'interdit pas. Dans le Minnesota, c'est autorisé. Et moi, si je suis l'avocat de George Floyd, j'aurais simplement beau jeu de rappeler qu'on ne va pas faire le procès d'une technique qui était autorisée parce que ça a raté sur un individu. Il faut par exemple rappeler que Derek Chauvin a dû pratiquer cette prise au moins 150 fois dans sa carrière sans que ça ne conduise à un désastre. Et que là, c'est le coup du hasard, la faute n'a pas de chance. Voilà, terminé. Ce n'est pas interdit, c'est autorisé. Donc, à partir du moment où c'était autorisé, à partir du moment où on a des images qui vont être projetées, bien sûr, au tribunal, et les jurés sont choisis pour ne pas être émotifs. Donc ces images seront projetées, les images que j'ai vues de l'arrestation. On constatera qu'on a mis Floyd dans une voiture, il est sorti de l'autre côté. L'avocat aura simplement beau jeu de dire, bah, s'il était resté en voiture, il ne se serait rien passé. Donc, dit qu'il y a eu un meurtre ou un assassinat, hein, c'est un accident. C'est un accident. C'est la qualification raisonnable de ce qui s'est passé. Un accident. Vous pouvez appeler meurtre, vous pouvez appeler assassinat, vous pouvez appeler tout. La justice, elle est aveugle. Elle fonctionne sur la base des faits. Elle ne fonctionne pas sur la base de vous avez brûlé votre quartier dehors. Elle ne fonctionne pas sur la base de vous avez insulté Serge Alango sur Internet. Ça ne marche pas. Elle fonctionne sur la base des faits. Fact. Mais ça ne vous intéresse pas. Regardez par exemple le nombre de personnes qui est là. Quand on vous donne ce genre d'explications, on ne vous voit pas. Mais demain, quand vous allez aller sur la page d'un négro stupide qui va vous dire « c'est un meurtre, c'est une assassination », vous allez dire « oui, vous allez mettre les cœurs. » Et quand on va voir Derek Chauvin libre, on va dire « ah, la justice américaine est raciste ». Non, elle n'est pas raciste, les gars. Vous avez juste refusé de la comprendre. Vous avez juste refusé de la comprendre. Elle est très claire, elle est prévisible. Je n'y vis pas, pourtant. Pourtant, je la comprends mieux que beaucoup de connards qui vivent. Elle est très lisible. Il y a une lecture facile de la justice américaine de ouf. Je vous dis. Donc, Derek Chauvin, il sera relaxé. Et d'ailleurs, je tiens à vous dire qu'à partir du moment où on reconnaît que c'est un accident, parce que c'est la qualification la plus juste, hein, ça va être reconnu comme un accident. Les images montrent que c'est un accident. C'est une interpellation qui a mal tourné. Il n'y a pas eu d'intention de tuer.
C'est un accident. Et à partir du moment où c'est un accident, est-ce que Derek Chauvin doit prendre plus? Parce que c'est son genou qui était sur le cou de la personne et les autres non. Si c'est un accident, les autres avaient aussi beau jeu de rappeler à Derek Chauvin, attention, le mec il est en train de s'étouffer. Ils ont tous la même responsabilité à mes yeux. Soit ils vont tous en tôle, soit ils sont tous relaxés, puisque c'est un accident. Vous savez, à un moment donné, quand vous êtes pris par l'adrénaline, vous ne réalisez plus ce que vous faites. Vous réalisez plus ce que vous faites. Et c'est aux autres de vous dire, attention, là, tu vas fort, là, quand même. Hein? Tu vas fort, là, mec. Voilà. Donc, c'est ce que je voulais vous expliquer. Que la statistique que j'adore permet de vous dire, là, nous sommes à 742, je vous avais dit rendez-vous dans 5 mois, non? Nous sommes quand on est en octobre. Hein? Je vous avais dit, rendez-vous dans 5 mois, hein, on peut prévoir qu'il y aura le double. C'est ce que je vous avais dit. Il y avait 382 en mai. Vous faites 382 multiplié par 2. Ça fait environ 764. Et oui, si on applique la marge de plus ou moins 5%, là, on a 742, on y est. C'est pas la sorcellerie, les gars. Je vous ai dit que la statistique est meilleur marabout que le marabout de ton quartier. En réalité, il y a un phénomène que tu ne veux pas comprendre, que tu n'arrives pas à comprendre, tu n'arrives pas à prédire. Va voir un vrai statisticien. Il va te l'expliquer calmement et tu vas comprendre. Mais il va te donner des prédictions justes et fiables. Parce que je vous dis en fait que la statistique, c'est de partir du hasard pour dégager une certitude. Ah oui, les deux s'opposent quand même, hein, parce que soit c'est hasardeux, soit c'est sûr. Il y a une certaine antinomie entre les deux, mais croyez-moi, c'est en fait ça la statistique. C'est de dégager une certitude d'un ensemble des événements hasardeux. Et tout n'est que statistique. Et la stabilité de cette courbe-là, franchement, ça m'a vraiment passionné, en fait. J'essaie de comprendre. J'essaie de comprendre comment ça se fait que ce soit la même courbe tous les ans. Essayez de comprendre ça. Vous allez comprendre qu'il n'y a pas place au racisme là-dedans. C'est une culture policière. La culture policière, c'est celle-là. Si on décide demain de dire aux policiers que non, les gars, on vous donne désormais 1 million par mois, mais en échange, vous acceptez de ne pas vous défendre, dans quelque circonstances que ce soit. Si vous arrivez à survivre assez pour profiter de votre retraite et manger, tant mieux. Si vous n'y arrivez pas, vous crevez, votre famille va prendre l'argent, mais ne tirez plus jamais. C'est ce que j'appelle changement de culture policière. Et bien là, vous allez voir, c'est les policiers qui vont se faire buter maintenant, ça sera plus les voyous. Mais là, au moins, ce chiffre-là, il va baisser, ça c'est clair et net. Donc, changement de culture policière. Ou alors, comme je vous ai dit, on récupère les armes à feu à tout le monde et on laisse ces armes à feu qu'aux policiers. Et le policier, il n'aura plus de raison de se sentir en danger. Voilà les deux seules manières au jour d'aujourd'hui de régler ce problème-là. Ce n'est pas en allant brûler les quartiers. Ce n'est pas en faisant Black Lives Matter. Parce que depuis que vous faites Black Lives Matter, 342 moins 382, ça fait 260. Ça fait 260 personnes qui ont été butées là depuis George Floyd. Donc ça n'a rien changé, les gars. 360 personnes autant pour moi. Ça fait, oui, c'est ça. Oui, ça fait 360 personnes. Ça fait 360 personnes qui ont été butées depuis George Floyd. Vous voyez ce que je veux dire? Ça fait 360 personnes qu'on a liquidées depuis qu'on a liquidé Floyd. Soit quasiment autant qu'on avait liquidé jusqu'à l'année. Ça n'a rien changé. C'est une certitude. Parce que les paramètres, on ne les connaît pas. On ne connaît pas ce qui pousse le policier à tuer. Ils sont variés. Une confusion, une panique, une violence, une insolence de la part du mec. Tout. Il y a tellement de paramètres. Voilà, Hugues Charles. Avant de te bloquer, Hugues Charles, avant de te bloquer, je vais te répondre. J'ai parlé du nombre de tués. Hein. Je ne suis pas rentré dans les statistiques de qui est tué. J'ai déjà fait plusieurs directs à ce sujet. Ceux qui m'ont insulté ont regardé ces directs-là et connaissent les statistiques. Donc, je te donne comme information avant de te bloquer que sur les 1000, plus de la moitié, c'est les Blancs. Ce n'est pas 1000 Noirs qui sont butés là. Tu vois, il suffit simplement d'aller faire une petite recherche. Connard. Là, sur 742, là, c'est 198 qui sont noirs. Sur 742. Plus de 500 sont blancs. Plus de 500, là, sur les 742 que vous voyez là. Ah, pardon, autant pour moi. Plus de 400. Oui, j'ai regardé, c'était plus de 400. Plus de 400 sont blanches. Plus de 400, sur 742 tués que tu vois là, que je te présente, plus de 400 sont blanches. 198 sont noirs.
Donc là où tu viens me dire que je me contredis en disant qu'il n'y a que les noirs, non. Et même s'il n'y a que les noirs, on peut l'expliquer. Je te bloque, mais je te réponds parce que tu me poses une question que j'ai déjà expliquée 10 000 fois. Sérieusement, je te bloque parce que tu ne comprends rien. Tu viens simplement me contredire, moi, à trouver le moyen de dire que je me contredis parce que bah, tu te doutes très bien que j'ai déjà exposé là-dessus. Donc je t'ai répondu, non? Et maintenant, je te bloque pour te sanctionner. C'est pas comme si j'ai fui ta question. J'ai répondu à ta question. Maintenant, je te liquide. Non, ta question, je vais te dire pourquoi ta question me dérange. Ta question me ramène sur un truc que j'ai déjà expliqué. Tu viens là à zéro, là sur le niveau zéro, c'est par là que j'avais commencé. D'abord par rapport à enlever dans votre tête qu'il n'y a que les noirs qui sont butés. Il y a des blancs qui sont butés. Voilà, d'accord? Bon, ok. Tu t'es excusé, tu n'as pas l'habitude, très bien. Je ne te bloque plus. Donc je t'informe. Sur 1000 personnes que tue la police américaine par an, entre 220 et 235 sont noirs. Entre 550 et 600 sont blanches. Pose-toi donc la question aujourd'hui, pourquoi on n'entend jamais parler des blancs quand c'est les blancs qui sont tués? Pourquoi on n'entend jamais parler? Pourquoi on ne parle que des noirs? Je te pose la question, pose-toi la question. Pourquoi il n'y a que des noirs dont on entend parler? Alors que là, je viens de te dire, sur 1000 par an, entre 550 et 600 sont blanches. Entre 220 et 235 sont noirs. Donc, la police américaine, en réalité, en termes de chiffres, tue 2 fois plus de blancs que de noirs. Mais je sais ce que tu vas me sortir. Les blancs sont 5 fois plus nombreux que les noirs. Et pourquoi on tue 2 fois plus les blancs? Eh bien, parce que les blancs, les noirs sont 7 fois plus voyous que les blancs. Donc, logiquement, on devrait les buter 7 fois plus que les blancs, d'ailleurs. On devrait. Ils sont 7 fois plus voyous. Donc, j'ai déjà fait des directs là-dessus. Je ne vais pas revenir là-dessus. Je reviendrai dessus sur YouTube. Parce que vous savez que je suis désormais sur YouTube. Et actuellement, j'ai pris une sanction d'1 semaine sur YouTube. Parce que j'ai publié la vidéo d'un professeur qui fouettait un élève. Pour montrer que lorsqu'on vous fouettait dans les champs de coton, vous disiez que c'était un traitement indigne. Vous appliquez ça aujourd'hui. Il y a quelqu'un qui dit « Salut frérot, ça fait 2 là ». Je vous dis en fait qu'on devrait buter le noir 7 fois plus que le blanc, parce que le noir est 7 fois plus voyou que le blanc. J'ai déjà expliqué ça ici dans les directs. Voilà, je vous avais donné un rapport d'aller lire. Les gens m'ont dit qu'ils vont aller lire. C'est exactement ça, Hugues. C'est exactement ça. Les gens, j'avais donné un rapport ici, avec tous ces données-là. Les gens ont dit qu'ils vont aller lire et m'apporter des contradictions. Ça fait 6 mois. Je n'ai pas de réponse. C'est depuis mai. Hein. Personne ne m'a jamais dit que je te provoque en duel pour te contredire sur ces éléments-là. Rien. Voilà. C'est bien la preuve que vous pouvez chialer autant que vous pouvez. Vous ne trompez pas les faits. Donc Derek Chauvin, il sera relaxé. Il sera relaxé. Comme les policiers Baltimore. Ils étaient 6. Ils ont été tous en détention. Et c'était la parité. Hein. Ils étaient 6. Il y avait 3 hommes, 3 femmes. 3 noirs, 3 blancs. Donc, il y avait une parité. Donc, on ne pouvait pas dire qu'il y avait racisme. On ne pouvait pas dire qu'il y avait sexisme. Vous voyez ce que je veux dire? Dans les 6 policiers qui avaient été inculpés dans le cadre du meurtre du jeune là, à Baltimore, il y avait 6 personnes. Ils ont tous été en prison. Ils ont été tous relaxés. Ils ont été tous libérés. Et puis, ils ont été tous relaxés par le procureur. Il n'y a pas eu de jugement. Et donc, je soupçonne fortement que le cas de Derek Chauvin, d'ici janvier, vous entendez que le procureur a abandonné les poursuites. Enfin bon, hein, vous faites comme si vous n'avez pas entendu. Hein. Ça commence à devenir une habitude. Hein. Vous avez dit ça, non? Et vous savez, ce n'est pas la première fois. Vous êtes comme ça, vous tombez tout le temps dans les pièges. Parce que vous ne savez pas observer. Vous êtes dans le jugement et non la compréhension. Quand il y a eu Trayvon Martin, tué par Anthony Zimmerman en 2011 ou 2010, je crois, 2010. Obama chialait à la télé. J'aurais pu être... I could be Trayvon Martin. J'ai dit, Obama, ouvre ta gueule. Toi-même, tu sais qu'on ne va pas le mettre en prison. Toi-même, tu le sais. On m'a dit, on m'a insulté. Oh, regarde-moi celui-là. Comme d'habitude, comme d'habitude. On m'a insulté. 2 ans après, Anthony Zimmerman était relaxé. Après avoir été libéré sur caution, bien évidemment. Puisqu'il y a des associations pour ces cas-là. Il a été libéré sur caution, il a comparu libre, il a été relaxé. Fact. C'est pas que c'est ma volonté. J'y suis pour rien, moi. C'est simplement que j'ai une bonne lecture des événements, froide. Et un peu de stoïcisme. Quand même, ça m'aide aussi à être parfois stoïque. C'est-à-dire impassible aux émotions. Tu te concentres sur les faits. Ce que vous ne savez pas faire. Vous cherchez toujours le coupable qui vous arrange. Vous ne cherchez pas le vrai coupable.
quand votre révolution à 2 balles a commencé à tanguer, au lieu de vous remettre en question, vous avez trouvé le coupable, Serge Anango. Vous avez passé 1 an à le combattre. Et bien que je sois hors de votre connerie, il y avait quand même des problèmes à l'intérieur, des gros problèmes. Tout ce que je dénonçais, vol, viol, escroquerie, clientélisme, harcèlement. Mais vous étiez toujours dehors en train de m'attaquer moi. Parce que c'est le coupable qu'on voulait. On voulait que ce soit Anango le coupable. On voulait que ce soit Anango le problème de la révolution. On ne cherche pas le problème de la révolution, mais on veut que ce soit Anango le problème de la révolution. Et cependant, on attaque Anango. C'est pareil aujourd'hui. Le noir ne cherche pas la cause de son malheur. Il veut que ce soit le racisme la cause de son malheur. Regardez par exemple, là, moi je ne fais pas de live dans l'entreprise. Parce que dans l'entreprise, on est obligé d'avoir un masque. Et je sais par exemple que si je me mets à faire un live dans l'entreprise sans masque, je peux être viré. Si on me vire, parce que j'ai enfreint la règle, petit A, c'est parce que j'ai enfreint la règle, petit B, c'est pour racisme. Quelle est la cause la plus probable? Vous allez choisir votre cause. Depuis des mois, je vous explique. Vous faites l'objet d'une interpellation, vous vous comportez bien, vous n'êtes pas aplati. Je vous donne même la solution, vous m'insultez. Parce que ça vous arrange de voir le policier comme le méchant. Ça vous arrange de le trouver méchant. Voilà. Donc, je vais arrêter là. Je ne vais pas être très long. Comme je vous ai dit, aujourd'hui, là, moi, franchement, excusez-moi si je regarde la coupe là de temps en temps, elle me fascine. Ah oui, elle me fascine. Ah oui. Ouais. Comme je vous l'ai dit, malgré que les événements, malgré l'ensemble des événements imprévisibles qui peuvent conduire à une fusillade mortelle, eh bien, il est forcé de constater que la police américaine bute le même nombre de personnes chaque année. Un nombre qui varie autour de 1000, hein, avec plus ou moins 5%. Il y a des fois, par exemple, en 2019, où c'était 999. Non, pardon, c'était en 2017, pardon. En 2017, 999. En 2019, c'était 1101. Un truc dans le genre, vous voyez? 1001 à peu près, pardon, autant pour moi. Et donc, et comme je vous ai dit tout à l'heure, mais Méga Édition, je suis d'accord avec toi. Non, logiquement, on n'est pas crédible pour le faire. On n'est pas crédible pour le faire. Comment pouvez-vous dénoncer le racisme aux États-Unis quand les Noirs sud-africains ont découpé les Nigériens à la machette et brûlé? On ne peut pas. On n'est pas digne de le faire. On n'est pas digne de dénoncer ce genre de choses. On ne peut pas dénoncer le racisme, nous, en tant que Noirs, quand, en Afrique du Sud, sous prétexte que les Nigériens prennent le boulot des Sud-Africains qui sont, soit dit en passant, sous-diplômés, eh bien, on les découpe et on les brûle. Et vous allez vous plaindre du racisme. Non, vous n'êtes pas digne de le faire. Vous n'êtes pas digne de vous plaindre du racisme. Vous n'en êtes pas digne. Et voilà, par exemple, donc un exemple typique de situation sociologique qui se résout simplement par la statistique. Donc, vous avez la solution pour régler le problème. Vous pouvez continuer à brûler les villes. Vous pouvez continuer à chialer. Vous pouvez continuer à faire Black Lives Matter. Ou vous pouvez continuer à venir m'insulter. Je vous ai dit, vous m'insultez, j'encaisse. Quand les faits me donnent raison, je viens, on parle. En 2016 déjà, quand 8 mois avant tout le monde, je voyais la victoire de Donald Trump, je me suis fait insulter. On me brandissait les sondages. Je vous disais, je suis statisticien. Je connais la faiblesse de ces sondages. Je sais pourquoi ce n'est pas fiable. Je sais pourquoi ça ne peut pas dire la vérité. Et bien, moi, j'étais insulté. J'étais insulté. Vous voulez savoir comment on peut faire un sondage aux États-Unis dessus? Un sondage, c'est plus ou moins 3%. En réalité, il faudrait faire un sondage sur 1000 personnes dans chacun des 50 États. Ça veut dire interroger 50 000 personnes. Et faire toutes les combinaisons possibles de fourchette basse, fourchette hausse, fourchette basse dans les 50 États. Ça conduit à près de 1000 cas de figure possibles. 1000 cas de figure possibles. Vous ne pouvez pas prédire les résultats aux États-Unis avec beaucoup de précision, comme en France. C'est État par État que ça se décide. The winner take all. Celui qui gagne dans un État prend tous les électeurs. Cette nuance-là rend illisible les sondages américains. Mais ils sont obligés d'en faire, parce qu'il faut bien en faire. Mais la faiblesse, elle est là. Il y a 50 États. Si vous interrogez les gens disséminés un peu partout, ce que vous allez avoir, c'est les intentions de vote populaire. C'est tout ce que vous allez avoir. Mais on sait très bien que le vote populaire n'est pas décisif. Hillary Clinton a eu 2 millions de votants, plus que Donald Trump. Mais elle a perdu.
Pourquoi on l'a donné gagnant? Parce qu'on lisait le vote populaire. En fait, c'est le vote des grands électeurs. Et ça, c'est difficile à prévoir. Vous imaginez là, dans un État, si on vous dit que vous avez 19%, en réalité, vous avez un score qui tourne entre 19 moins 3 et 19 plus 3. Vous avez toute cette palette-là de possibilités. Si votre concurrent là-dedans aussi, il a toute cette palette de possibilités, ben, il faut faire les cas de figure où ils ont le même nombre de votes, où l'un est au-dessus de l'autre, ou l'autre en dessus. Vous voyez ce que je veux dire? Ça fait 3 possibilités par État. Ou multiplié par 50 États. Si je m'assois, je fais un calcul stable. Ça, c'est une analyse grossière, un peu à l'estimation de Fermi, si vous voulez. Ça fait 3 possibilités par État. Vous multipliez par 50, ça fait 150 possibilités. 150 possibilités. Et dans un État à lui seul peut faire la différence au niveau national. C'est le cas de la Floride en 2000 avec Bush. C'est le cas de la Floride. Un État à lui seul peut faire la différence. On est là, on en est là. Les sondages ne peuvent pas prédire ce cas de figure-là. Le sondage ne peut pas prédire le cas de figure où, à un électeur près, quelqu'un prend tout. La solution, effectivement, Hugues, elle est là, c'est celle-là. Ce n'est pas d'aller cramer les boutiques. Vous avez, pendant que vous étiez en train de cramer les boutiques, d'autres se faisaient buter. Et oui, il y a la courbe là qui me fascine. Hein. Elle me fascine vachement, cette courbe. C'est une courbe vraiment fascinante. Elle est vraiment fascinante. Je vous la remonte quand même. Hein? Je la remonte quand même en retournant au boulot. Comme je suis sur le point de clore, c'est direct. Là. Elle est fascinante, la courbe. Vous voyez? Regardez. On est au mois d'octobre. Hein? 742 personnes en 2020. Regardez les chiffres pour les années précédentes. Vous voyez, on est quasiment pareil. Hein? Ça se joue vraiment. Vous voyez, ça tourne autour des 1000, quoi. Ça se joue à ça. Regardez. Et quand on a buté Floyd, on était là. On était à moins de 400. On était à moins de 400 là. Regardez, ça coupe mai à quel niveau? La courbe coupe mai. Si vous faites la projection sur l'axe des ordonnées, ça donne quelque chose comme 370. C'est plutôt 371 des mémoires. J'ai dit 382, mais c'est plutôt 371 des mémoires. Et le mois de mai, c'est la moitié du mois d'octobre. Vous multipliez 371 par 2, ça donne combien? 342, c'est magique. C'est pas magique ça, les gars. Écoutez bien. Oui, je me rappelle maintenant. Au moment de Floyd, en mai, on était à 371. Parce que quand vous regardez la courbe là, si vous projetez ça sur l'axe des abscisses, des ordonnées, pardon, vous allez voir qu'on est quelque part entre 360 et 370. Eh bien, mai, c'est le numéro 5. Octobre, c'est le numéro 10. Eh bien, mai égale à octobre égale à 2 fois mai. Eh bien, le nombre de butées égale à 2 fois le nombre de butées en octobre est exactement égal au nombre de butées au mois de mai. Là, c'est formidable, les statistiques. Hein. Je me remercie, moi, d'avoir découvert cette science. Je me remercie, moi, d'avoir découvert cette science. Donc, je rappelle encore ici que parce qu'il ne faut pas confondre la statistique et les statistiques. Hein. Les statistiques, c'est des tableaux de données, en fait. Les statistiques, c'est des tableaux de données. Mais la statistique, en fait, c'est dont l'ensemble des techniques d'interprétation, comme je vous ai dit tout à l'heure, mathématiques. Donc, c'est les mathématiques appliquées, ça va de soi. C'est les mathématiques appliquées, ça va de soi. Appliquées à des phénomènes pour lesquels une étude exhaustive est impossible en raison soit de la complexité, soit du nombre de facteurs possibles pouvant conduire à ce phénomène-là. C'est ça la statistique. Mais malgré ces facteurs que nous ne maîtrisons pas, comme je vous ai dit, on arrive à dégager des certitudes. Voilà. Donc, ceux qui sont passionnés par la statistique feraient mieux de s'en intéresser maintenant. Si vous êtes en train d'arriver à l'université, vous ne savez pas quoi faire, ou alors votre enfant ne sait pas quoi faire, s'il a un bac scientifique, un bac C, ne lui conseillez pas forcément l'ingénierie. L'avenir, c'est les statistiques, les gars. L'avenir, c'est les statistiques. Parce qu'on est en train de collecter des données et tout. C'est ça l'avenir. Donc, je vous souhaite une très bonne journée. Et bien, à la prochaine. Ciao. Eh bien, évidemment, vous partagez. Hein. Pardon.
évidemment, je vous demande de partager. Partagez partout, parce que c'est un live instructif, il n'y a pas eu d'insultes. Remarquez d'ailleurs que lorsque je fais un live où il n'y a pas d'insultes, il y a très peu de gens. Hein. Quand je viens là pour insulter les mecs, ah bah ça, les insultes, les gens viennent s'énerver. Donc ça, c'est un live où techniquement, vous pouvez vous féliciter de repartir moins stupide que quand vous êtes venu. Vous voyez? Donc, je vous souhaite une très bonne journée. Partagez le live partout. Et puis, ma foi, abonnez-vous sur ma chaîne YouTube. Hein, parce que c'est là-bas que je suis maintenant. Donc, je ne suis plus dans vos histoires de politique à la camerounaise. Même si... alors, on m'a demandé aussi ce que je pensais de la sortie de Junior Zogo sur Cabral Libye. Bah, je pense que Junior Zogo a le droit de dire ce qu'il veut de Cabral Libye. Cabral Libye, c'est un homme politique. Un homme politique a des opposants et des sympathisants. Bon, Junior Zogo a décidé de se positionner en opposant de Cabral Libye. C'est son choix. Voilà. Maintenant, il convient simplement de l'attaquer sur les arguments sur la base desquels il attaque le Cabral Libye. Je pense qu'il ne connaît pas Cabral Libye. Moi, j'ai passé un après-midi. J'ai passé environ 2 heures avec Cabral. Et franchement, c'est un homme d'une très rare intelligence. C'est un homme d'une très rare intelligence. Je pense simplement que Junior Zogo ne connaît pas l'homme dont il parle. Je pense qu'il ne le connaît pas. Et que voulez-vous que je dise? Il est libre de l'attaquer. Ce n'est pas ça qui enlève quoi que ce soit à la valeur de Cabral Libye. Voilà. Mais il a le droit de l'attaquer. On ne va pas faire de Cabral Libye le Cam Tobis, un homme qui est inattaquable. Il a bien sûr le droit d'être attaqué. Moi-même, à une époque, je l'ai attaqué. Donc, il est attaquable. Mais encore une fois, je pense que Junior Zogo ne connaît pas la qualité de l'homme. Voilà. C'est tout ce que je pourrais dire à ce sujet. Ciao.